Merci de nous rejoindre dans l'édition de l'information de ce vendredi sur A12. Voici pour le sommaire de ce journal. 10 millions de dollars. Si la cagnotte vous intéresse, vous pouvez vous lancer à la recherche d'un chef terroriste dans le viseur des États-Unis. Il s'agit de Mohamed Abdi Aden. Plus de précisions dans ce journal. Joe Biden, lui aussi pris dans la spirale des scandales, ce jeudi, le ministère américain de la Justice a désigné un procureur pour enquêter sur la découverte de documents classifiés au domicile privé du numéro 1 américain. Et puis, c'est ce vendredi que démarre en Algérie l'édition 2023 du championnat d'Afrique des Nations. Focus sur les enjeux de la poule E dans la page sportive de ce bulletin. Les premiers défilés contre le projet du gouvernement français fixant l'âge pour le départ à la retraite à 64 ans sont annoncés pour le 19 janvier prochain un peu partout en France. Au lendemain de la présentation de la réforme des retraites, la bataille est lancée. Les syndicats se préparent à protester dans les tout prochains jours. Après des mois de tergiversation et de spéculation en tout genre, la messe est finalement dite. Un départ à la retraite à 64 ans au lieu de 62 aujourd'hui. Le Rubicon est franchi pour les syndicats qui parlent d'une seule et même voix pour la première fois depuis 12 ans. Toutes les organisations syndicales se sont immédiatement réunies pour construire une réponse commune de mobilisation interprofessionnelle. Celle-ci prendra la forme d'une première journée de grève et de manifestation le 19 janvier 2023. Le 19, la première date cochée sur le calendrier syndical. Quant à celui de l'Assemblée, le texte sera présenté à partir du 6 février pour une adoption prévue si tout va bien fin mars. Pour éviter un passage en force, le gouvernement a besoin du soutien des députés Les Républicains, ce qui pour le moment semble être le cas, mais sous condition. Je suis confiant sur rien. Ce que je vous dis, c'est que je suis confiant dans la capacité du groupe Les Républicains à parler d'une voix unie pour faire en sorte que la réforme soit la plus juste possible, qu'elle bénéficie exclusivement aux retraités et aux travailleurs. À la droite de la droite, dans l'hémicycle, le Rassemblement national entend faire barrage à une réforme qu'il considère comme injuste. Malheureusement, on n'attend pas grand-chose puisqu'on a toujours dit que depuis le début, le gouvernement faisait des fausses concertations, faisait des faux échanges. La gauche, elle, est vent debout, comme on dit, même si la réforme prévoit une pension minimale de 1 200 € bruts par mois et pour tous. L'ensemble des Français concernés, 85% d'entre eux sont opposés à l'idée de travailler plus longtemps. On se prépare à une résistance à la hauteur des coups portés, à une mobilisation sociale qu'il nous faudra accompagner et une bataille parlementaire pour faire rentrer la vie de la France qui travaille. La gauche, dans son ensemble, appelle à manifester le 19 janvier en espérant obtenir satisfaction une fois de plus dans la rue, tant on ne compte plus le nombre de ministres ou de gouvernements qui ont dû, par le passé, faire marche arrière face à l'épineuse question des retraites. Direction Soledar sur le front est de l'Ukraine. Difficile de dire avec précision qui d'entre les Russes ou les Ukrainiens contrôle cette localité stratégique du Donbass. Seul constat observé sur les images du satellite, la ville est complètement détruite. À travers les faubourgs fumants de Soledar, cette ambulance file dans les ruines de la ville. Il faut se dépêcher pour évacuer les blessés et échapper au combat acharné. Sur les réseaux sociaux, les soldats décrivent des face-à-face sanglants et de nombreuses frappes d'artillerie. Malgré cette situation difficile, les soldats ukrainiens se battent désespérément. En essayant de percer nos lignes de défense sans succès pour prendre Soledar, l'ennemi subit de lourdes pertes. La zone à l'extérieur de la ville est couverte des corps des troupes de Poutine. Ils se déplacent sur les cadavres de leurs camarades. Pourtant hier, depuis les mines de Soledar, Evgeny Prigojine, le patron du groupe paramilitaire russe Wagner, affirmait avoir pris la ville. Pendant que Moscou tempère cette annonce, il se met en scène dans une vidéo qui semble elle aussi dire l'inverse. Les Ukrainiens doivent être environ à 2 km au-dessus de nous. Mais ça va, ce n'est que temporaire. Et en dessous, tu penses qu'il y en a? En dessous, c'est sûr, allons-y, on va peut-être les trouver. Selon de nombreuses sources, la bataille de Soledar serait la plus violente depuis le début de la guerre. Sur ces images satellites, la ville est complètement anéantie. Les combats se poursuivent dans les ruines alors que des civils seraient encore sur place. Un mois après l'éclatement du scandale de corruption qui a ébranlé le Parlement européen, la présidente de l'institution, Roberta Metsola, annonce de nouvelles mesures. Je vous propose de suivre cet entretien avec la rédaction d'Euronews, dans lequel elle promet la responsabilisation à une plus grande échelle de chacun des membres du Parlement.
Le Parlement européen propose une nouvelle série de mesures de transparence et de lutte contre la corruption suite au scandale de pots de vin. Selon la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, qui s'est entretenue avec Euronews, l'objectif est de rendre chacun responsable au sein de l'institution. Au bout du compte, la confiance qui a mis 20 ans à se construire est détruite en quelques minutes. Nous nous lançons donc maintenant dans une série de mesures plus rapides, dont certaines doivent être renforcées et d'autres encore doivent être revues. En substance, réintroduire le concept de responsabilité, d'intégrité et d'indépendance. Nous pouvons être fiers de notre travail, mais nous pouvons faire mieux. Pensez-vous que ce réseau a eu la possibilité d'influencer les décisions réelles ici ? Nous examinons tout. Nous examinons les voyages qui ont été approuvés. Nous examinons les voyages qui n'ont pas été déclarés. Nous examinons le processus de présentation des amendements, les délais, la manière dont les résolutions sont négociées. Ce dont je veux m'assurer, c'est que les sphères d'influence, du moins les sonnettes d'alarme, devraient commencer à sonner plus tôt. C'est pourquoi nous devons mieux réglementer l'accès. Nous devons mieux réglementer le registre de la transparence. Mais nous devons aussi être nous-mêmes aux aguets. Et je dirais à tous les membres d'être alertes et aux membres du personnel s'ils voient quelque chose qui ne va pas. Quelque chose doit être dit et quelque chose doit être fait. Et y aura-t-il également une protection juridique pour les dénonciateurs dans cette maison ? Nous pouvons toujours améliorer la protection des lanceurs d'alerte. Je ne le dis pas seulement en tant que femme politique, mais aussi en tant qu'avocate. Pour protéger cette assemblée, ses membres, pour qu'une fois qu'ils constatent un acte répréhensible, ils puissent le signaler en toute sécurité et être protégés tout au long du processus, je dois être la garante de cela, et j'y veillerai. Pensez-vous que de nouveaux noms apparaîtront dans le scandale du Parlement européen, que ce soit des assistants ou des députés ? Ce n'est pas une chose sur laquelle je peux spéculer à ce stade. S'il y en aura d'autres, je peux seulement rassurer vos téléspectateurs et nos citoyens que je répondrai de la manière la plus correcte et immédiate possible. Certains partis politiques et certains gouvernements dépeignent déjà le Parlement européen comme une institution corrompue. Et ils disent que nous n'avons aucune leçon à recevoir du Parlement en matière d'état de droit et de corruption. Que répondez-vous à ce genre de critiques ? Je pense qu'il y aura toujours des forces en Europe qui tenteront de détruire l'Union européenne et le Parlement européen, qui est une maison d'ouverture et de transparence, une voix forte pour défendre la démocratie, les droits de l'homme et l'état de droit. Ma réponse à cela, ce sont précisément les mesures sur lesquelles j'ai reçu aujourd'hui un mandat complet de tous les groupes politiques, de gauche à droite, du Parlement, pour travailler. Aux États-Unis, les ennuis ont commencé pour l'actuel président Joe Biden. Le ministre de la Justice, Merrick Garland, a mandaté un juge ce mercredi au fin d'enquêter sur la découverte dans une résidence privée du président américain de documents classifiés. Ces documents auraient été dissimulés lorsqu'il était encore vice-président de Barack Obama entre 2009 et 2017. De nouvelles révélations qui ébranlent le président américain. Un petit nombre de documents classés confidentiels ont cette fois été retrouvés dans la résidence privée de Joe Biden à Wilmington dans le Delaware. Ils datent de l'époque où il était vice-président de Barack Obama. Joe Biden a dû une nouvelle fois assurer sa communication de crise. Vous savez que je prends au sérieux les documents classifiés. J'ai aussi dit que nous collaborons pleinement avec le ministère de la Justice. Mes avocats ont revu des documents provenant de mon mandat en tant que vice-président. Ils ont découvert une petite quantité de documents en stock chez moi et dans ma bibliothèque personnelle. Le ministère de la Justice a été immédiatement notifié. Lundi déjà, la Maison-Blanche avait reconnu qu'une dizaine de documents confidentiels avaient été découverts dans un ancien bureau de Joe Biden. Des révélations qui font écho à la gestion, elle aussi problématique, des archives présidentielles de son prédécesseur Donald Trump. Il est actuellement dans le viseur de la justice. Le FBI avait saisi des milliers de documents, dont une centaine classés secret défense, dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. Même si l'ampleur des documents stockés par Joe Biden est bien moindre, l'opposition républicaine réclame une enquête. Un procureur spécial a déjà été nommé. Ça n'est pas arrivé qu'une seule fois. Il y a eu 2 endroits différents où se trouvaient des informations classifiées qui traînaient.
Nous ne l'apprenons que maintenant, après sa prestation de serment, alors que cela a été découvert avant l'élection. Un nouveau faux pas de l'administration Biden qui traite le président Trump d'une façon et le président Biden d'une autre. Une loi de 1978 oblige les présidents et vice-présidents américains à transmettre l'ensemble de leurs emails, lettres et documents de travail aux archives nationales. Le fait de détenir des documents classifiés dans un environnement non protégé constitue une faute grave de sécurité. Où se cache Mohamed Abdi Aden, 4 ans après l'attaque sur un complexe hôtelier à Nairobi au Kenya qui avait causé la mort de 21 personnes? Washington fait monter les enchères pour aider à la capture de celui qui est présenté comme le cerveau de l'attentat. 10 millions de dollars, c'est l'offre alléchante faite à toute personne qui aiderait à la capture de ce chef terroriste. Des précisions dans ce reportage. Les États-Unis annoncent qu'ils offrent une récompense pouvant atteindre 10 millions de dollars pour toute information pouvant mener à la capture de Mohamed Abdi Aden. Cet homme est décrit comme le cerveau terroriste de l'attaque meurtrière d'un hôtel à Nairobi au Kenya il y a 4 ans. Une attaque revendiquée par le groupe affilié à Al-Qaïda, Al-Shabaab, qui avait fait au moins 21 morts. Nous saluons donc l'annonce d'aujourd'hui que votre Excellence fera sous peu pour demander l'arrestation du terroriste recherché et cerveau de l'attentat du site D2 de 2019 qui a entraîné la perte de 21 vies. Aujourd'hui, j'annonce une récompense pouvant aller jusqu'à 10 millions de dollars pour toute information menant à l'arrestation ou à la condamnation dans n'importe quel pays de Mohamed Abdi Aden et de tout autre individu ayant commis, tenté de commettre ou conspiré à commettre ou aidé ou assisté à l'attaque de 2019 contre le complexe hôtelier du site D2 à Nairobi au Kenya. Mohamed Abdi Aden serait un chef du groupe djihadiste Al-Shabaab basé en Somalie qui a perpétré plusieurs attentats meurtriers au Kenya voisin. Le siège du 15 janvier 2019 dans l'enceinte de l'hôtel haut de gamme du site D2 à Nairobi, la capitale kenyane, avait duré près de 20 heures. Le Kenya avait déclaré à l'époque que tous les assaillants avaient été éliminés. Dans l'actualité au Proche-Orient, les forces israéliennes ont mené dans la nuit de mercredi à jeudi une série d'interventions dans plusieurs localités de Cisjordanie. 17 personnes au total ont été arrêtées à l'issue de 16 opérations selon Tsahal, dont Mohamed Chamo, un chef terroriste palestinien suspecté d'être à l'origine de plusieurs attentats. Ce jeudi, les forces de sécurité israéliennes annoncent l'arrestation de Mohamed Chamo, un haut cadre du groupe terroriste des brigades de Jenin dans le village de Kabatia. Plus tôt ce matin, dans les rues de Naplouse, une vaste opération antiterroriste est menée par les forces de sécurité israéliennes. Objectif, appréhender Yada Nasser, 33 ans, membre important du groupe terroriste La Fosse au Lion, soupçonné d'avoir perpétré des attentats à l'arme automatique. Le suspect recherché est interpellé par les forces de police Yamam dans un immeuble avec 4 autres suspects. Au cours de l'opération, des Palestiniens armés ont tiré vers les forces israéliennes qui ont riposté par des tirs à balles réelles. De plus, des engins explosifs ont été lancés sur les forces de sécurité. Autre intervention dans la nuit de mercredi à jeudi. Les forces israéliennes ont mené des opérations antiterroristes dans plusieurs localités palestiniennes en Cisjordanie. Dans la ville d'Hébron et dans le village de Daria, 3 personnes recherchées ont été appréhendées. Au cours d'une opération dans le camp de réfugiés de Kalandia, les soldats ont arrêté 6 personnes et saisi un fusil M16, des pièces de fusil, des munitions et de l'argent destinés à financer des activités terroristes. Les combattants israéliens ont été attaqués avec des pierres et des blocs lancés depuis les toits des maisons. Ils ont riposté par des tirs et des moyens de dispersion anti-émeute. Au cours de ces affrontements, un Palestinien a été tué. Dans la ville de Kalkilia, 3 personnes recherchées ont été arrêtées. Tous les suspects appréhendés ainsi que les armes et les fonds saisis ont été remis aux forces de sécurité pour les besoins de l'enquête. Au total, 17 Palestiniens soupçonnés d'activités terroristes ont été arrêtés au cours des opérations de la nuit. Aucune victime ni blessée n'est à déplorer parmi les forces israéliennes. Direction Ouagadougou au Burkina Faso, le chef de la junte au pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu ce mercredi son homologue bissau-guinéen, par ailleurs président en exercice de la CEDEAO. Dans la capitale burkinabé, Oumarou Sissoko a promis que l'aide de l'organisation dans la lutte contre l'insurrection djihadiste au Burkina Faso serait immédiate. Le point dans ce reportage.
La CEDEAO veut soutenir le Burkina et tous les pays en transition dans leur lutte contre la violence djihadiste. C'est ce qu'a annoncé le président bissau-guinéen Umaru Sissoko Embalo, également président en exercice de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, lors d'une visite officielle à Ouagadougou. On sait le problème, quand on dit le djihadisme, ça frappe toutes nos zones ouest-africaines et cela préoccupe beaucoup notre organisation qui est la CEDEAO. Et aujourd'hui, encore après nos échanges, j'ai compris beaucoup de choses qui se passent au Burkina. On va voir comment dans les médias soutenir Burkina. Le président Embalo s'est entretenu avec le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition burkinabé au pouvoir depuis le coup d'État du 30 septembre 2022. Il a insisté sur la nécessité de poursuivre et maintenir les échanges entre chaque pays membre de la CEDEAO. Ce n'est pas des sanctions, ce n'est pas pour imposer. La CEDEAO, c'est nous tous, nous sommes de la CEDEAO. Même aujourd'hui, les pays qui sont en transition, qui sont exclus de la CEDEAO, ils peuvent savoir, ils font partie de la CEDEAO. Arrivé au pouvoir après le renversement du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, le capitaine Traoré a promis de respecter les engagements pris par son prédécesseur à l'égard de la CEDEAO sur l'organisation d'élections et un retour de civils au pouvoir au plus tard en juillet 2024. Les images font le tour des médias dans le monde. Ce mercredi, la rébellion du TPLF en Éthiopie a procédé à la remise effective de ses armes lourdes conformément aux exigences de l'accord de paix de Pretoria signé en novembre 2022. Ce geste marque une étape décisive dans la mise en œuvre de l'accord censé mettre un terme à 2 années d'un conflit particulièrement meurtrier qui a fait au moins 500 000 morts. C'est dans le camp d'Agoula, près de Mekele, la capitale du Tigré, que ces armes lourdes qui appartenaient aux forces rebelles du Tigré ont été remises mercredi aux autorités fédérales éthiopiennes. C'était l'un des points clés de l'accord de paix de Pretoria signé le 2 novembre dernier sous l'égide de l'Union africaine et qui prévoit entre autres que le retrait des forces étrangères et non fédérales intervienne après le désarmement des armes lourdes tigréennes. Dans un tweet, le porte-parole du TPLF, Getachew Reda, a salué cette remise des armes lourdes et espère que cela contribuera grandement à accélérer la mise en œuvre complète de l'accord. Les forces du Tigré ont de plus affirmé avoir désengagé 65% de leurs combattants des lignes de front et depuis l'accord de Pretoria, les combats se sont arrêtés. Mais les rebelles dénoncent des atrocités commises par l'armée érythréenne et les forces de la région éthiopienne de l'Amara. Cependant, les accès au Tigré étant restreints, il est impossible de vérifier de manière indépendante la situation sur le terrain, notamment la présence des forces érythréennes. De leur côté, les autorités d'Addis Abeba ont refuté ces allégations. Kinshasa a réagi ce mercredi au propos du numéro 1 rwandais Paul Kagame qui prévenait lundi que son pays ne pourrait plus continuer à accueillir les réfugiés en provenance de la RDC. Pour le gouvernement congolais, c'est le paroxysme de l'indécence jusqu'au novembre 2022. Le HCR estimait à 72 000 le nombre de réfugiés congolais présents sur le sol rwandais. La République démocratique du Congo a accusé le président rwandais d'instrumentaliser à des fins politiques les réfugiés congolais au Rwanda. Lundi, devant le Sénat, Paul Kagame a déclaré que son pays ne pouvait pas continuer à accueillir des réfugiés en provenance de la RDC, précisant qu'il refusait que le Rwanda supporte ce fardeau. Pour Kinshasa, ce discours traduit le paroxysme de l'indécence. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement congolais, a accusé Paul Kagame de faire du chantage sur des vies humaines en bafouant tous les textes légaux en la matière. Selon lui, ces déclarations de Paul Kagame visent à détourner l'attention de la responsabilité du Rwanda dans le massacre de Kishiché à l'est de la RDC, perpétué par le groupe rebelle M23 le mois dernier. Le porte-parole du gouvernement congolais n'a pas omis de rappeler que des Rwandais avaient afflué dans son pays après le génocide de 1994, affirmant que la RDC avait accueilli ses frères au nom de l'hospitalité.
Une information économique à présent. En Bulgarie, le siège de la cryptobanque Nexo a fait l'objet d'une perquisition ce jeudi à Sofia. La plateforme est accusée pour crimes organisés, blanchiment d'argent et fraude fiscale. Perquisition dans les locaux de la cryptobanque Nexo à Sofia en Bulgarie ce jeudi. La société est accusée de crimes organisés, blanchiment d'argent et fraude fiscale. Selon le parquet bulgare qui mène l'enquête, Nexo a également compté parmi ses clients un individu qui a financé des actes terroristes. Au cours des 5 dernières années, plus de 90 milliards de dollars ont circulé sur cette plateforme fondée en 2017 et dirigée par 3 Bulgares. Après la faillite spectaculaire du géant FTX en novembre dernier, sur fond de chute des cours des cryptoactifs, les plateformes de crypto-monnaies sont sur la sellette et les appels à réguler le secteur se multiplient. L'an dernier, une autre Bulgare, Rouya Ignatova, a été placée sur la liste des 10 fugitifs les plus recherchés par le FBI après avoir détourné en 2014 plus de 4 milliards de dollars via le lancement d'un projet de crypto-monnaie. C'est aujourd'hui que démarre en Algérie l'édition 2023 du Championnat d'Afrique des Nations. Dans la poule E, composée de 3 équipes, la seule place qualificative pour les quarts de finale sera très disputée. Analyse des forces et faiblesses du Cameroun, du Niger et du Congo avec nos confrères d'Africa 24. La 7e édition du Championnat des Nations aura lieu du 13 janvier au 4 février 2023 en Algérie. La poule E, constituée du Cameroun, du Congo et du Niger, entrera en compétition dès le 16 janvier avec le derby Afrique centrale, Cameroun-Congo. Le Niger, quant à lui, fera son entrée en scène le 20 janvier prochain face au Congo. Rendus à leur 4e participation chacun, le Niger et le Congo auront comme défi de réussir leur entrée en compétition en vue d'une qualification en quart de finale au terme des phases de poule. Idem pour le Cameroun qui se présente comme la sélection la plus expérimentée du groupe avec 5 participations à son actif. Je pense que c'est l'un des groupes les plus relevés parce que là, c'est une seule équipe qui va se qualifier pour les quarts de finale. Il y a le Cameroun, il y a le Congo-Brazza et il y a le Niger. Et vous comprenez donc que de ces 3 équipes, les matchs seront vraiment au top. Parce que là, je vois d'abord le Cameroun qui est revanchard, d'avoir d'abord perdu le CHAN au pays. Se verra de tout donner pour que, à l'issue de cette compétition, qu'elle ramène le trophée à la maison. Pour se qualifier en quart de finale, le Niger peut compter sur son jeu technique, organisé autour de l'expérimenté Issa Mossi Moussa, joueur de 29 ans qui a déjà représenté le MENA lors du CHAN 2016 et 2020. Quart de finaliste de l'édition 2020, les Diables Rouges misent sur la cohésion d'une sélection constituée d'une constellation de joueurs issus majoritairement des clubs phares du pays, AC Léopard, Étoile du Congo et AS Atoyo Dayo. Le Cameroun, mené par Seydou Alioum, ancien milieu de terrain des Lions indomptables, devenu entraîneur, peut compter sur de jeunes prodiges tels Jérôme Gomme, fraîchement de retour de la Coupe du Monde de football au Qatar et auteur de la passe de but qui a permis de vaincre le Brésil. Le CHAN est une grande compétition, je peux dire, parce que là, vous voyez d'abord avec l'équipe du Maroc qui a joué. Lorsque tout est bien structuré au niveau du pays, du championnat local, tout marche. Le Maroc, au niveau de la Champions League africaine, le Maroc, je pense, le Maroc a remporté Coupe de la CAF. Vous voyez donc. Et maintenant, en Coupe du Monde, le Maroc arrive en demi-finale. Il faut d'abord bien structurer son championnat. C'est pour cela que le CHAN est là. Ça donne la visibilité aussi à nos jeunes joueurs. Les équipes de la poule E du Championnat d'Afrique des Nations vont toutes en Algérie avec l'objectif commun de remporter pour la première fois ce trophée continental. À l'image du Maroc et de la République démocratique du Congo, qui sont des références dans la compétition, avec chacun un trophée. On termine avec cette autre actualité sportive. Après le retrait de Noël Le Graët de la présidence de la Fédération française de football, les réactions s'enchaînent dans le milieu du football français. Dans cet élément de l'AFP, le coach des Bleus, Didier Deschamps, se prononce sur la polémique touchant à son ancien coéquipier Zinedine Zidane. Dans la localité de Guingamp également, les populations réagissent aux difficultés que rencontre actuellement leur ancien maire Noël Le Graët. Regardez. Monsieur Le Graët. Monsieur Le Graët. Évidemment, la situation sportive fait que ça a mené à
à avoir une rivalité sur le plan sportif entre nous deux, voire même pour certains à une opposition. Ce que je peux vous assurer aujourd'hui, comme hier, comme il y a des mois ou des années, j'aurai toujours beaucoup de respect pour lui par rapport à ce qu'on a vécu et partagé ensemble, déjà dans notre première vie de joueur, et aussi par rapport à ce qu'il est et ce qu'il représente dans le football, mais évidemment dans le sport français. Il m'est arrivé de partir en vacances, et notamment une fois en Espagne, on discutait avec des gens à une terrasse en nous demandant d'où on venait en France, en disant Bretagne, puis préciser Guingamp. Ah oui, Guingamp, l'équipe de foot, on connaît. C'est pas banal quand même d'avoir un rayonnement aussi loin géographiquement, sachant qu'on est quand même une petite cité de 7000 habitants. D'un point de vue économique, déjà, je pense qu'il a fait plein de bonnes choses pour le club. Il a réussi à négocier pas mal de bonnes choses au niveau des transferts, tout ça. Et après, il a su gérer aussi l'entraîneur et compagnie. Donc non, il a fait des bonnes choses aussi. Hein. Ouais. Lancé l'appel à projet Tout Foot, les premiers mois de la saison 1 de cette opération, vecteur de mieux-être dans la société. C'est donc terminé pour l'édition de l'information de ce vendredi. Merci de votre attention et restez branchés au programme de A12, la chaîne des valeurs d'ici et d'ailleurs. Au revoir.